Bienvenue, bienvenue à cette première table ronde du forum. Merci de nous rejoindre aussi nombreuses et nombreux en ce début d'après-midi de ce forum. Pourquoi et comment mesurer l'impact de la crise sur les secteurs culturels? Que sait-on aujourd'hui? C'est le thème qui va nous occuper pendant 1 heure et demie. Pour cela, nous aurons autour de l'écran plusieurs interventions, plusieurs approches d'ordre national, régional, mais également local. La problématique est la suivante. Avant toute chose, pourquoi a-t-on besoin d'étudier, de connaître ce qui se passe? Qui va se servir de ces informations, de ces observations? Comment appréhender et étudier l'impact de la crise sanitaire actuelle sur les professionnels de la culture dans un contexte où celle-ci évolue constamment? Sous quel angle, sous quels angles faut-il y regarder? Économique, humain, socio-économique, psycho-socio-économique, philosophique même? Globalement ou spécifiquement, quelle utilité ou non de cette mesure d'impact? Quelle complexité ou non pour y parvenir? Notamment parce que l'urgence a tendance à écarter le besoin de prise de hauteur sur la situation. Complexité aussi à résoudre le dilemme entre le besoin d'avoir des données très vite et le temps long de l'observation nécessaire à l'obtention et à la stabilisation des données et des informations. Donc en résumé, quelles tendances observons-nous, pour quel usage effectif, à qui va servir toute cette information? En bref, quel processus vertueux de l'observation, quelle importance à se repérer, se situer pour y voir plus clair et avancer individuellement et ensemble. Durant la session, vous pouvez poser vos questions sur le chat ou bien en suivant les informations qui sont données juste à côté du stream YouTube. Donc nous aurons par ordre d'apparition Yann Nicolas et Ludovic Bourlès, chargés d'études tous deux au département des études de la prospective et des statistiques, autrement dit le DEPS, au ministère de la Culture. Bonjour Yann, bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Bonjour. Nous aurons également Grégoire Pateau, chargé d'études à l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Bonjour Grégoire. Bonjour, bonjour à tous. Ensuite, nous aurons Laetitia Devel, ingénieure de recherche, coordinatrice d'UBIC, Université Bordeaux Interculture. Bonjour Laetitia. Cyril Delphos, ensuite, chef du service culture et sport du département des Deux-Sèvres. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et puis pour terminer, nous aurons Lilian Sali, directeur général adjoint à la direction des affaires culturelles de la ville de Bordeaux, également vice-président de l'association de DAC, toute nouvellement reconstituée, ADACNA. Bonjour Lilian. Bonjour à tous. Donc, merci de votre présence. Une petite parenthèse, vous aurez repéré que la parité homme-femme n'est pas très au rendez-vous pour cette table ronde. C'était pourtant le souhait initial. On fera autrement une autre fois. Je vais commencer avec le point de vue de l'agence avant de vous passer la parole. Donc l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Voilà. De quelle manière nous intégrons le sujet de cette mesure de l'impact de la crise pour le pôle observation ressources dont je suis le responsable à l'agence. Donc c'est une mission d'observation que l'on a, qui est relativement ancienne et qui consiste à travailler à la publication de données régionales de référence de manière régulière avec des indicateurs économiques, socio-économiques ou d'autres types. Et d'autre part, nous pouvons réaliser des travaux répondant à un besoin partagé en région sur une thématique, sur une dimension, sur un besoin d'approfondir un sujet, etc. Le premier confinement nous a amené à l'agence régionale à initier une approche collective de cette question d'observation de l'impact de la crise sur les secteurs culturels. Début juillet, nous avions invité en visio, évidemment, toutes les institutions régionales, fédérations et réseaux, mais également des acteurs nationaux autour de la table, ceux qui pouvaient se rendre disponibles, et ils étaient assez nombreux, ces personnes étaient assez nombreuses, pour partager collectivement les besoins, les doutes, les questionnements pour les secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine mis à mal par la pandémie. Cette table ronde aujourd'hui fait partie de ce processus démarré le 8 juillet, dont le travail se découpe désormais en 4 axes, et on pourrait y revenir par la suite, mais je vais quand même les donner. 4 axes et également groupes de travail qui s'inscrivent sur un temps long, et cela fera l'objet de restitution
débat en 2021, j'en suis sûr, le temps de produire de la connaissance. Donc un premier axe, c'est l'état des lieux d'avant-crise. Quelle situation avant que tout ça n'arrive? Des indicateurs, des tableaux de bord, des bases de données, des cartes, etc. Le deuxième axe, c'est quel tableau de bord de mesure de l'impact de la crise en temps réel dans la mesure du possible. Quels indicateurs, quels nouveaux indicateurs faut-il amener et quelle souplesse d'actualisation? Tout un chantier. Ensuite, une éventuelle enquête spécifique ou une approche qualitative. Si nous devions lancer une enquête auprès des acteurs, laquelle serait-elle pour analyser quel ressenti, quelle dimension? Et puis, quatrième axe, parce qu'il est utile de repérer les signaux faibles positifs qui aideront à se remettre debout, on a appelé ce quatrième axe un axe sur les bonnes pratiques. Donc on pourrait y revenir après les interventions. Passons désormais à la lecture des différentes approches autour de l'écran. Donc comme je le disais, on va commencer par l'approche nationale avec deux chargés d'études du DEPS. Donc je reviens à la question initiale. Pourquoi et comment mesurer l'impact de la crise sur les secteurs culturels? Que sait-on aujourd'hui? Je te passe la parole, Yann. C'est parti. Alors, je prends la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Yann Nicolas, chargé d'études au DEPS, le département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. C'est le service en fait d'études nationales qui publie régulièrement des études statistiques, sociologiques et économiques dans le domaine des arts, de la culture et des médias. Donc j'en profite pour remercier les organisateurs pour leur invitation et j'entame maintenant ma présentation. Si vous pouviez diffuser le diaporama. Donc le DEPS au niveau national a lancé au printemps dernier une étude d'impact économique donc au niveau national de la crise sanitaire sur les secteurs culturels. Et les résultats que vous avez peut-être déjà vu passer ont été rendus publics en juin 2020. Donc voilà la présentation de mon intervention avec Ludovic. Donc dans un premier temps, je vais d'abord vous donner des éléments sur la méthode en fait qu'on a adoptée au printemps pour travailler. Ensuite, je rappellerai quelques résultats, sachant que tous ces résultats sont publics, vous pouvez les trouver sur Internet. Avant de passer la parole à Ludovic, qui vous indiquera des éléments sur la manière dont on a travaillé depuis la publication de ces premiers résultats. Donc, si on peut changer de diapositive, premièrement, notre méthode de travail. Nous avons donc travaillé avec un cabinet d'études qui s'appelle Accenture, en partenariat par ailleurs avec le secrétaire général du ministère, ses directions générales, son inspection générale et le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. Donc la première étape pour nous, ça a consisté d'abord à définir les secteurs culturels. Donc là, on peut changer de diapositive. Il y a 11 secteurs qui ont été identifiés, qui correspondent en fait la plupart du temps au secteur habituel dans les travaux qu'on publie de nature statistique sur le secteur culturel marchand. Et la nouveauté ici, c'est qu'on a raffiné ces 11 secteurs en 36 segments, de manière à nous rapprocher en fait des domaines d'intervention du ministère. Et donc, par exemple, si vous regardez le secteur spectacle vivant, il est lui-même découpé en 3 sous-secteurs ou 3 segments qui incluent donc le spectacle vivant musical, le théâtre et la danse, le cirque, les arts de la rue. Donc, on peut donc changer de diapositive. Une fois que ces secteurs et ces segments ont été définis, on a travaillé donc sur des données. Alors, principalement, les données qu'on a utilisées, ce sont des données. Est-ce qu'on peut revenir juste à la diapositive précédente? Voilà, merci. Les données qu'on a utilisées, ce sont des données INSEE de comptabilité nationale, principalement de chiffre d'affaires, puisque ce sont les premières données qui sont les plus fraîches, si vous voulez, pour sortir des chiffres. On a aussi utilisé des données de valeur ajoutée. Et pour construire nos segments culturels, on a aussi parfois utilisé des données d'emploi culturel pour un peu mieux, notamment définir des clés de répartition pour estimer certaines activités de certains segments. Donc la méthode a consisté à quoi faire? Eh bien, à comparer l'année 2019 qu'on connaît, pour lesquelles on a des statistiques, à 2 types d'années 2020. L'année 2020 contrefactuelle, c'est tout simplement comment les secteurs culturels auraient évolué
sur les 12 mois de l'année 2020 si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. Et la deuxième année 2020 qui nous intéresse, c'est bien sûr la prévision, le travail de prévision, l'année 2020 prévue en présence de Covid-19, étant donné la crise sanitaire. Pour mesurer l'année 2019, on a utilisé les chiffres, notamment les chiffres de l'INSEE en termes de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée, qu'on avait déjà disponible au printemps. Pour l'année 2020 contrefactuelle, on a travaillé, c'est-à-dire comment aurait évolué l'année 2020 sans la crise. On a utilisé cette fois-ci des indices de chiffre d'affaires en tenant compte des différentes tendances et des différentes saisonnalités, secteur par secteur, depuis 2 jusqu'à 5 années précédentes. Et enfin, le travail qui nous a demandé le plus d'efforts, pour l'année 2020 prévue, il nous a fallu prévoir, formuler des hypothèses d'évolution en termes de chiffre d'affaires, secteur par secteur, et segment par segment à l'intérieur de ces secteurs. Pour cela, on s'est rapproché d'organisations professionnelles, de têtes de réseau, et bien sûr des directions et sous-directions métiers du ministère, du matériau documentaire disponible, et enfin, on a diffusé une enquête auprès de près de 8000 acteurs culturels qui, en répondant à un questionnaire, nous ont fait en fait remonter des éléments d'information sur leur quotidien, sur leur activité, de manière à nous-mêmes mieux formuler nos hypothèses d'impact secteur par secteur. On a mélangé tout ça et ça a donné une espèce de modèle de prévision, c'est-à-dire comment évoluerait dans les mois qui viennent les secteurs culturels en 2020, en faisant 3 grandes hypothèses. La première était qu'il n'y aurait pas eu de reconfinement national. Bon, la réalité nous a rattrapés sur ce point. On avait supposé qu'il n'y avait qu'un seul confinement. La deuxième hypothèse, c'est qu'on avait supposé que les mesures sanitaires étaient maintenues jusqu'à la fin de l'été. Et on avait fait une troisième hypothèse aussi sur la capacité, en fonction de la jauge, des lieux d'accueil du public, d'accueillir ou pas du public, sachant que les lieux d'accueil avec un important public n'ouvraient pas forcément immédiatement après l'été, par exemple. À partir de là, on avait formulé 4 cas d'hypothèses. Si vous pouviez passer à la diapo suivante. Les 4 cas de figure, c'est... alors, on peut agrandir, si possible, la diapo. Voilà, merci. Une hypothèse d'impact faible pour certains secteurs, c'est-à-dire éventuellement même un impact positif, avec l'exemple, par exemple, des jeux vidéo. On a vu dans les chiffres, par exemple, sur l'achat de consoles de jeux vidéo, un impact assez important pendant le premier confinement. Deuxième cas de figure, un impact significatif les premiers mois, mais avec une remontée progressive et un retour quasi à la normale au bout de quelques mois d'ici la fin de l'année 2020. Troisième cas de figure envisagé, un impact en décalage par rapport au début du confinement, avec une remontée aussi progressive mais décalée dans le temps. Et enfin, un impact significatif très fort dès les premiers mois et un retour à la normale qui de toute façon ne s'opérera pas d'ici la fin de l'année 2020. Et donc vous voyez quelques exemples, par exemple pour ce quatrième cas de figure, comme les spectacles vivants ou les musées ou les monuments historiques par exemple. Voilà pour la méthode de travail. Alors, quelques résultats, on peut passer à la diapositive suivante. On a donc publié les résultats en juin. Les chiffres s'arrêtaient à la date de fin mai 2020 et on a travaillé en global et par secteur. Là, je vais vous donner quelques chiffres globaux pour aller vite. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante. Nous avons d'abord la comparaison entre l'année 2009 observée et l'année 2020 qui aurait eu lieu, d'après nos hypothèses de saisonnalité, de tendance, etc., sur les différents secteurs. Donc vous voyez qu'en fait, on estimait pour l'année 2020 une augmentation de 2,5% du chiffre d'affaires global, avec un supplément de un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en sachant qu'il se ventile différemment selon les secteurs, selon le poids des secteurs dans l'économie culturelle au sens large. Donc voilà, donc c'était 2,5% qui était prévu, estimé sans le Covid. À la diapositive suivante, on peut donc voir cette fois-ci la comparaison entre 2019 observé et le 2020 qu'on a prévu. Donc non pas une augmentation de 2,5% du chiffre d'affaires global, mais une chute de 25% de l'activité au sens large pour l'ensemble des secteurs, avec sur votre droite une répartition, une ventilation par grand secteur,
est le secteur du spectacle vivant qui apparaît le plus touché dans cette chute d'activité. Et puis pour terminer, pour quelques chiffres, mais tout ça vous pouvez les retrouver en ligne, la ventilation mois par mois, donc dans la diapositive suivante, où là, vous voyez, vous voyez en fait de quelle manière ces moins 22 milliards se répartissent sur l'année 2020 d'après nos prévisions, avec en particulier une chute d'activité très forte mars, avril, mai, juin, et puis par rapport à l'année 2019, bien sûr, et un redémarrage lent, sauf que depuis, évidemment, vous savez, en octobre-novembre, un nouveau confinement est arrivé. Mais voilà les prévisions qu'on avait faites à la fin du printemps 2019. Voilà, je passe la parole à Ludovic pour la troisième partie sur les suites qu'on a données à ce travail. Alors, collègue de Yann. Je vais maintenant passer à la suite et je vais commencer par une remarque générale. C'est que la conjoncture économique en général a été moins déprimée que prévu. La crise n'a pas été aussi forte que ce qui avait été prévu. Donc, du côté du DEPS, nous travaillons et nous observons des choses dans cette perspective. Nous sommes en voie d'actualiser les chiffres publiés en mai-juin à l'aide des chiffres d'affaires. Évidemment, il faut savoir qu'il y a des limites si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'il y a tout de même des limites. Les chiffres d'affaires, d'abord, suivent uniquement l'activité marchande. Or, le secteur culturel est à 17% non marchand, ce qui est plus que la moyenne. Ensuite, il faut être conscient que ces chiffres d'affaires, même s'ils ont l'avantage d'être disponibles jusqu'au mois d'août, ce n'est qu'une partie de l'année. Alors, qu'observe-t-on? On observe des pertes et on observe des gains. Donc, je vais vous montrer deux exemples de profils mensuels. Et sur la diapo suivante, je vais prendre un cas plutôt particulier. C'est celui d'un gain, celui des jeux vidéo, où l'on voit que le confinement, la libération de temps pour les personnes, a généré du chiffre d'affaires, a généré des achats de jeux vidéo pendant la période de confinement. Mais évidemment, sur la diapo suivante, nous allons voir que le cas général, c'est celui d'une forte baisse, d'une forte perte. Donc ça, c'est ce qui est observé par les chiffres d'affaires de l'INSEE. On y voit pour les arts du spectacle vivant qu'on a eu une très forte baisse de l'activité du fait de l'arrêt des représentations. Et, je suis désolé, on ne le voit pas sur la diapo, mais sur le mois suivant, sur le mois d'août, on voit il y a une petite remontée qui est très timide. Alors, on peut tout de même se poser la question de la persistance. Revenez à la diapo suivante, la diapo précédente, merci. On peut tout de même se poser la question de la persistance d'un chiffre d'affaires. Alors ça, c'est aussi une limite des chiffres d'affaires, c'est qu'il peut y avoir des décalages comptables dus à des paiements pour des activités qui ont été faites avant ou qui seront faites après. Par exemple, on peut avoir de la sous-traitance pour des productions dont le montage a été déjà engagé ou qui est prévu. On a aussi de la billetterie 2020 qui a pu être reportée sur des activités de 2021 pour une programmation équivalente, par exemple un festival annuel. Et puis, certains artistes ont été payés, même en l'absence de spectacle, par exemple lorsque les subventions ont été maintenues. Merci. Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, la principale limite dans le cadre de cet échange, c'est que ce sont des chiffres nationaux et qu'ils ne sont pas régionalisables. Ceci dit, ils donnent donc une perspective nationale et ça donne un canevas. Ensuite, une autre limite, c'est que ce sont des chiffres d'affaires et par exemple, ce n'est ni de la valeur ajoutée, ni de l'emploi. Évidemment, ce sont des questions très, très importantes. Donc, nous allons sans doute, nous avons prévu de publier la compilation de tous les chiffres qui sont disponibles via l'INSEE pour donner une idée de la façon dont la reprise se fait au niveau des secteurs culturels. Évidemment, il y a aussi un autre travail à faire, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'il y a un second confinement et qu'il va falloir faire
une nouvelle prévision pour le second confinement afin d'actualiser la publication qui est disponible sur le site du ministère. Je vous remercie. Merci Ludovic, merci Yann. On a juste une petite question concernant on vient de recevoir une question sur le dernier graphique. Quelle était l'unité de l'indice avec les courbes 2019 et 2020? On peut peut-être revenir sur cette diapo. Oui, il n'y a pas d'unité, c'est un indice. Hein. Donc c'est base 100, la base 100, c'est 100 en 2015 et c'est l'évolution mois par mois depuis 2015, mais c'est sans unité. Ça concerne pas le chiffre d'affaires? Si, ça concerne le chiffre d'affaires, mais c'est pas des millions d'euros, c'est en évolution par rapport au mois précédent en prenant une base 100 en 2015. C'est vraiment, c'est que les évolutions sans unité. C'est ça. Merci pour le complément et merci pour l'intervention. On va rester au niveau national avec Grégoire pour l'UFISC. À toi de jouer, Grégoire. Bonjour à tous, le réflexe de couper mon micro pendant toutes ces visios. Je disais bonjour et merci de m'accueillir dans cette table ronde. Effectivement, moi je viens témoigner un petit peu du travail qui a pu être mené au sein de l'UFISC, mais plus largement au sein d'une mobilisation globale qu'on a appelée mobilisation et coopération agriculture. Dans le cadre de cette crise du Covid, du coup, en introduction de mon intervention, je voulais revenir un petit peu, nous, sur des principes qu'on défend au niveau de nos organisations, un principe qui a été développé par la FEDELIMA qui s'appelle l'observation participative et partagée, pour montrer un petit peu, nous, comment on envisage ces principes d'observation. Du coup, je vous propose de lancer le diaporama dès maintenant. Et ensuite, on viendra plus spécifiquement sur l'enquête qui a été menée par l'UFISC et sur les résultats et les observations qu'on a pu produire. Donc, je voulais revenir sur cette notion d'abord d'observation participative et partagée et pérenne quand c'est possible. Donc, c'est une méthode qui a été proposée à la fin du millénaire dernier par la FEDUROC pour essayer de mettre en place un dispositif pérenne d'observation et donc de veille et d'aide à la décision pour les acteurs, les organisations et leurs partenaires. Donc dans cette désignation, on parle évidemment d'observation, donc du recueil d'informations pour connaître un environnement et produire de l'analyse des informations recueillies, produire des diagnostics, une évaluation, proposer de l'aide à la décision. On parle d'observation participative puisque c'est un système qui permet d'impliquer directement les contributeurs. On n'est pas dans une logique purement descendante, et il y a aussi un principe d'accompagnement des contributeurs dans leurs propres travaux d'observation. On parle d'une observation partagée puisqu'elle est partagée entre les organisations qui la mettent en place et leurs membres, mais également partagée avec les partenaires institutionnels et professionnels qui peuvent être concernés par les problématiques qui sont abordées. Et de plus en plus, on développe une logique, si possible, d'observation participative et partagée et pérenne ou permanente, avec des indicateurs fixes qui sont mis à jour régulièrement, qui permettent de mettre en place des comparaisons et donc de renforcer les principes d'analyse. Ce principe d'observation participative et partagée, ça permet de vraiment rééquilibrer les rapports et les intérêts respectifs des acteurs. On sort d'une logique descendante où il y a un commanditaire et des gens observés pour aller vraiment à une logique d'horizontalité, où les contributeurs aux enquêtes, aux études sont impliqués tant dans la construction des problématiques que l'élaboration des questionnaires, que la collecte des données et leur analyse. Des principes aussi éthiques, avec des contributeurs qui sont propriétaires de leurs données, qui maîtrisent leurs informations, qui sont également potentiellement autonomes dans leur utilisation. Et ça s'appuie notamment sur un outil en ligne qui a été développé par la FEDELIMA. FEDUROC étant l'ancien nom, la FEDELIMA, je n'ai pas précisé, FEDUROC c'est la Fédération des lieux rock, aujourd'hui c'est la FEDELIMA, Fédération nationale des lieux musiques actuelles.
Donc cet outil qui a été développé, Gimmick, c'est une plateforme d'observation participative et partagée qui permet d'avoir voilà, un suivi pérenne, de générer des enquêtes, des questionnaires, mais chaque organisation a accès à ses propres espaces, peut générer sortir ses propres données, etc. Ce principe d'observation participative et partagée favorise largement l'interconnaissance entre acteurs, renforce les dynamiques de concertation, les dynamiques de coopération. En 2020, et notamment grâce à l'outil Gimmick, c'est 28 groupements et organisations, type fédération, syndicats ou collectivités, qui sont utilisatrices pour 2400 structures. Et il y a également un déploiement au niveau européen dans le cadre du réseau Live DMA, qui est un réseau de salles de concert, et donc une observation qui concerne 1300 salles de concert partout en Europe. On peut passer à la diapositive suivante. On s'est appuyé sur ce principe d'observation participative et partagée dans le cadre d'une grande mobilisation collective nationale, mobilisation et coopération agriculture contre le Covid-19. C'est plusieurs organisations autour de l'UFISC, mais plus largement syndicats, réseaux, fédérations qui se sont organisés, concertés pour on va dire mener un travail de trois manières. Évidemment, faire un travail de porter un discours, de faire remonter des problématiques de terrain auprès des pouvoirs publics, dans l'idée d'essayer de co-construire les mesures mises en place, ou du moins de faire valoir les problématiques que nous on pouvait relever dans notre secteur spécifiquement. Du coup, ça induit évidemment une logique d'observation pour faire remonter ces problématiques liées à la crise sanitaire, ce qui nous a amené à conduire une enquête nationale dont je parlerai un petit peu plus tard. Et le troisième aspect, mais tout est bien évidemment intriqué, c'est de nous mettre en place des logiques d'accompagnement, d'apporter des réponses collectives aux acteurs de nos organisations pour les aider à traverser ce moment extrêmement difficile, comme tout le monde le sait. Première chose à noter, donc on représente vraiment des acteurs fortement ancrés dans l'économie sociale et solidaire, basée un peu sur une économie hybride. On n'est pas forcément, on représente pas forcément des acteurs qui rentrent soit dans la logique on va dire des acteurs labellisés, subventionnés, et non plus des acteurs qui rentrent totalement dans le champ de la culture marchande. On est vraiment sur des acteurs qui représentent cette économie hybride, ce secteur associatif de l'ESS qui est souvent un petit peu malheureusement trop invisibilisé, d'où le besoin de faire remonter vraiment les problématiques qu'ils rencontrent. Dans le cadre de cette mobilisation, on a donc lancé une grande enquête nationale entre avril et début mai 2020. Selon ces principes d'observation participative et partagée, les indicateurs, le questionnaire, les problématiques ont été construites de manière collective entre organisations, ce qui permet d'avoir vraiment une logique représentative. On a eu environ, très exactement 1115 structures participantes, ce qui est relativement assez important par rapport au délai de mise en place. Donc en très grande majorité associative et qui travaille dans le secteur du spectacle vivant. À noter, du fait de cette nature très majoritairement associative des répondants, on a pu réaliser des projections nationales grâce à une enquête qu'avait menée la structure Opal, qui est une structure d'accompagnement dans le champ du secteur culturel et qui notamment coordonne le dispositif des DLA Culture. Donc grâce à cette enquête de 2019 sur des données 2018 sur le champ des associations culturelles employeuses, vu que les profils étaient extrêmement proches, on a pu réaliser des projections nationales assez intéressantes. Également, la manière dont a été construite l'enquête nous permettait de faire des remontées à la fois quantitatives mais également assez qualitatives. Il y avait beaucoup de place donnée à une expression plus de problématiques qualitatif, c'est-à-dire que voilà, on n'était pas uniquement sur des données chiffrées, emploi ou chiffre d'affaires, mais on allait un petit peu dans le cœur aussi du problème, des problèmes rencontrés
au quotidien par les structures, ce qui nous permet de vraiment essayer de réaliser des préconisations au plus proche des réalités de terrain. Et donc, comme je le disais, de mettre en place des réponses collectives par rapport aux problématiques qu'on a identifiées, avec notamment la mise en place, pareil, d'une manière collective et mutualisée, d'un centre d'assistance mutualisé agriculture, un CEDAMAC, voilà, qui est un espace en ligne auquel ont accès n'importe quelle structure du champ artistique et culturel pour voilà, obtenir des réponses à ces problématiques, soit à travers la mise à disposition de ressources, soit à travers une sollicitation directe d'un pool, on va dire, de personnes ressources issues de nos organisations qui peuvent leur apporter des réponses directement. On peut passer à la diapositive suivante dans laquelle j'ai essayé de regrouper quelques données remontées suite à cette enquête. Voilà, des constats évidemment pas très optimistes, mais quand même aussi des signaux plus positifs. Bon, 71% des structures inquiètent pour leur avenir, dont la moitié qui considèrent leur pérennité en danger, plus de 50% sur une mise en sommeil momentanée. Donc on parle de déclaration au moment de l'enquête, donc entre avril et mai, ou un ralentissement significatif de la réalisation du projet pour plus d'un tiers d'entre elles. Près de la moitié en mesure de maintenir que 10% ou moins de leur activité, donc c'est quand même assez marquant. Et on avait noté une problématique très centrale qu'il y avait presque 2 tiers des structures qui, sans mise en place de réponses adaptées, pouvaient se retrouver sans trésorerie dès septembre 2020. Ces projections, grâce à l'enquête Opale au niveau national, nous ont permis d'élaborer on va dire, ouais, des projections. Hein, faut le prendre vraiment comme quelque chose pas forcément de totalement strictement réel. On est sur des projections réalistes, on va dire, de plus de 27 000 associations en situation de risque, près de 100 000 emplois de permanents en fragilité. Et ça, c'est pareil, des projections, mais qui sont assez marquantes hein, en termes d'annulation. 17 000 CDI, 102 000 CDD, plus de 330 000 contrats CDDU d'artistes et 225 000 contrats de techniciens. Donc voilà, hein, on est sur des chiffres presque, complètement hallucinants de près de 700 000 contrats annulés. On a noté dans le retour qu'ont pu faire les répondants que un faible pourcentage de subventions était un facteur aggravant. Ça paraît logique, mais c'est important de le noter. Évidemment, les structures les moins subventionnées au sein de cette économie hybride, donc basée à la fois sur cette logique de subvention, cette logique marchande et cette logique réciprocitaire basée sur le bénévolat. Plus le pourcentage de subventions est faible, plus les structures peuvent être en danger. Mais c'est aussi un constat à mettre en comparaison avec le fait qu'au moment de l'enquête, il y avait 70% des structures répondantes qui étaient en attente de versement de subventions ou d'aides sans savoir exactement comment et à quelle hauteur elles allaient être versées. Comme je disais, on a pu avoir des remontées assez qualitatives, notamment sur les attentes exprimées par les acteurs. Je vous inviterai à lire la synthèse pour avoir l'ensemble des résultats des remontées, mais j'ai noté quelques points à relever. Voilà, des attentes sur la clarification des mesures de soutien et la lecture des textes en vigueur. Voilà, moins d'informations, mais des informations claires, non contradictoires, notamment sur les conditions d'application des aides. Et évidemment tout ce qui concernait, mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore reporté dans de nouvelles situations, mais clarifier tout ce qui concernait les mesures de reprise, d'avoir un calendrier clair, des protocoles sanitaires définis, des moyens pour mettre en place ces protocoles sanitaires. Et surtout, on a eu des remontées qui émanaient d'acteurs en attente de solidarité entre les différents acteurs artistiques et les partenaires publics, en attente de la mise en place d'une réflexion à plusieurs sur la manière dont on peut réinventer une suite plus collective, plus solidaire, une attente de solidarité dans la gestion de crise entre les différents acteurs, voilà, un besoin peut-être de repenser les activités et les projets pour mieux penser l'après. Si c'est possible de passer à la dernière slide. Donc, évidemment, tous nos travaux de réflexion et notamment ces travaux d'observation et de remontée de terrain nous ont amenés, dans le cadre de cette mobilisation, à proposer un plan de revitalisation culturelle
Donc plus que des mesures d'urgence, vraiment penser une revitalisation. Voilà, j'ai mis le site internet où vous pouvez aller prendre connaissance de ces préconisations qui vraiment souhaitent s'inscrire dans une logique de co-construction des politiques publiques. Un certain nombre de mesures et dispositifs qui sont proposés suite à toutes ces remontées. La constitution d'un FRIC, un fonds de revitalisation pour l'initiative culturelle, pour un soutien urgent et massif aux initiatives artistiques et culturelles citoyennes qui créent des liens de proximité avec les territoires et nos concitoyens. Un pacte pour l'emploi artistique et culturel, pour maintenir l'emploi et consolider les créations d'emplois. Un programme d'appui aux démarches d'expérimentation coopérative pour une transition culturelle, écologique et solidaire du secteur des territoires, qu'on a appelé le FUTUR, Fonds pour une transition urbaine et rurale. Et enfin, le développement de maisons communes agriculture en région, des vrais espaces d'organisation de l'écosystème culturel et un espace de concertation ouvert à l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème culturel. Je vais pas aller forcément plus loin. Je vous invite à évidemment prendre connaissance de cela sur les sites dédiés. Mais voilà, je fais le lien avec cette dynamique d'observation et notamment d'observation participative et partagée en portant vraiment un discours fort pour dire que cette manière de s'organiser nous permet, nous, de faire remonter des problématiques assez fines concernant des acteurs qui sortent un petit peu trop souvent des radars, malheureusement, puisqu'ils ont un mode de fonctionnement, comme je disais, une économie assez hybride. Et on a vraiment besoin que ces acteurs soient entendus, regardés de près. Et peut-être également dire que notre mode d'organisation nous permet d'avoir des niveaux de remontée de concertation assez fines, puisque là je présente les résultats d'une enquête nationale, mais également les outils mis en place permettent d'extraire des situations à des échelles régionales ou de territoires, à des échelles de champs disciplinaires, à des échelles d'organisation, à des échelles sectorielles, qui nous permettent, on va dire, d'enclencher des processus de concertation et d'observation à des échelles très très diverses et très très complémentaires, ce qui est assez utile dans cette période où on a vraiment besoin d'une lecture à la fois globale et d'une approche fine à des niveaux territoriaux plus réduits, d'une approche globale sur l'ensemble du champ culturel et artistique, mais évidemment faire remonter des problématiques inhérentes à certains secteurs peut-être plus fragilisés que d'autres ou à certains secteurs qui connaissent des problématiques plus spécifiques que d'autres. Effectivement, il y a des différences, comme on l'a vu, entre les jeux vidéo, le spectacle vivant ou les artistes auteurs et les arts plastiques. Et donc, du coup, voilà, encore une fois, porter un discours très ancré dans les principes de solidarité qui doivent être vraiment à l'œuvre en cette période et la nécessaire écoute des politiques publiques de nos organisations pour aller dans une réelle dynamique de co-construction des réponses. Ok. Merci Grégoire pour ce témoignage de l'UFISC. Donc toute cette information que tu nous as donnée, elle sera disponible en replay évidemment, mais également sur les liens qui étaient indiqués, que l'on peut rappeler sur le chat si nécessaire. Il y aura, je pense, pas mal de rebonds à faire dans les questions après. On va continuer avec Laetitia Devel, donc pour Ubik, avec un autre point de vue, on va dire, d'une université, ou plutôt qu'est-ce qu'Ubik. Peut-être que tu vas commencer par là et puis expliquer la manière dont vous prenez ce sujet de l'observation de la crise dans votre organisation. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation aussi à participer à cette table ronde. Donc, je suis Laetitia Devel, je suis ingénieure de recherche en sciences humaines et sociales au sein de l'université Bordeaux-Montaigne et je coordonne UBIC, peut-être commencer par là, qui est en fait une plateforme au sein même de l'université qui a pour vocation, et c'est ce qu'elle fait depuis 5 ans qu'elle existe, de générer des coopérations entre le monde universitaire, le monde académique et le monde socio-économique sur le champ culturel très large, culture, économie créative et territoire. L'idée, en fait, étant que
ces points de rencontre qui nécessitent aussi une certaine forme de traduction, dans une certaine fonction d'ensemblier, ne se fait pas toujours facilement, et qu'il est important d'avoir ce type de plateforme pour développer cela. On fait ça aussi parce que on pense que c'est en faisant travailler ensemble des expertises et des expériences différentes, donc des expériences académiques, scientifiques, universitaires, mais aussi professionnelles, artistiques, d'usage avec les usagers. On pense que c'est en faisant travailler ensemble dans une logique horizontale l'ensemble de ces expériences et de ces expertises qu'on arrive à répondre mieux aux défis qui se posent, et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans ce contexte de crise. Voilà un petit peu pour présenter la structure. Donc je sais pas, peut-être on peut mettre l'image qui est plus un petit clin d'œil, voilà, puisqu'on parle du secteur culturel et artistique, et ça c'était plus pour apporter aussi un petit peu de couleur. Mais comme vous en avez vu très certainement, hein, elle circule assez, une œuvre de street art en Californie, qui a été réalisé juste avant le confinement là-bas. Je le mets simplement pour introduire mon propos. Ça fait partie des objets qui seront travaillés dans le cadre du projet de recherche que je vais vous présenter. Et c'est toujours intéressant de voir comment les œuvres d'art révèlent les situations que l'on vit, que l'on traverse, et comment aussi elles nous invitent à repenser les choses. Et ici, par exemple, dans ce contexte de distanciation physique et de port de masque, que fait-on et comment fait-on lien, en l'occurrence le lien amoureux pour ce qui concerne cette œuvre-là. Chacun après pourra évidemment la regarder, l'interpréter comme il le souhaite. Donc sur le projet de recherche qu'on est en train de lancer, parce qu'on est encore en train de définir le cadre dans lequel il va s'inscrire. Donc c'est vraiment en parallèle de cet ensemble d'initiatives qui viennent d'être présentées par les collègues du DEPS et de l'UFSIC, qui sont plus c'est vrai qu'on regarde beaucoup, et c'est normal, la dimension économique de l'impact de la crise aujourd'hui sur le secteur, mais il nous apparaît fondamental d'observer et d'analyser aussi de manière qualitative, dans une approche pluridisciplinaire, l'impact de cette crise sur les pratiques, les productions et les interactions. Alors c'est un projet de recherche interdisciplinaire. Là, en fait, je suis un peu le porte-parole, mais de toute une équipe, donc avec de la sociologie, de la géographie, de la littérature, sciences de l'information et de la communication également. C'est un projet de recherche qui associe plusieurs acteurs, plusieurs partenaires, des structures institutionnelles, mais aussi des artistes, des collectifs d'artistes, des usagers également. Et je lancerai peut-être l'appel, ou je le redirai à la fin de ma présentation. On est tout à fait ouvert à des partenariats pour des personnes qui seraient, ou des structures qui seraient intéressées par la démarche. Une démarche qui là s'inscrit à l'échelle régionale de la Nouvelle-Aquitaine, et qui va se conduire sur un temps, Thomas en parlait en introduction, de cette question de temporalité aussi, avec le besoin en urgence d'avoir des réponses. Et puis là, une recherche qui s'inscrirait plutôt sur 2-3 années, avec le besoin aussi du temps long pour observer et analyser les choses. En fait, il y a eu un déclencheur collectif, on va dire, à cette recherche. C'était vraiment le constat que pendant le premier confinement, alors que l'ensemble des lieux, comme vous le savez, culturels étaient fermés, on a pu observer une activité culturelle et artistique très active, particulièrement dans l'espace numérique, puisque forcément c'était quasiment le seul et unique espace de lien et de sociabilité et de rencontre qui nous restait sur ce temps-là. Donc c'est ce constat qui a déclenché cette envie de travailler. Alors il y a plusieurs axes complémentaires, hein. Travailler sur les pratiques professionnelles.
Donc juste quelques questions comme ça. Quels déplacements les professionnels ont-ils dû opérer pendant cette période et puis qui s'installe et qui dure, donc dans leur organisation, dans leur structuration. Tout à l'heure, on parlait de la question de la solidarité. Qu'est-ce qui a pu se mettre en œuvre de ce point de vue-là? Comment la question de la médiation culturelle se repose? Voilà, un bloc comme ça sur les pratiques professionnelles, en allant au sein d'équipes professionnelles pour discuter avec elles. Les pratiques amateurs aussi, quels sont les effets de cette crise sur les pratiques culturelles et artistiques des usagers et comment est-ce qu'elles sont re-questionnées, notamment au prisme des droits culturels. On a vu naître tout un tas d'initiatives sur les réseaux sociaux où les personnes, les familles dans leur foyer se mettaient en scène, se prêtaient à des jeux qui étaient lancés notamment par des institutions. Donc ça, il y a un premier travail qui a été amorcé avec un questionnaire qui a été lancé par la géographe de l'équipe qui s'intéresse aussi à comprendre comment au sein des foyers, peut-être des nouvelles pratiques se sont mises en place et avec la dimension spatiale aussi du foyer, de l'appartement, dans la maison, comment est-ce que les choses se jouent. Voilà, on a des premiers éléments comme ça de ce questionnaire qui était plus des premières tendances qu'il faudra creuser. Et puis le troisième pied un peu, ce sont les pratiques de création. Donc c'est un peu mon clin d'œil du début. Comment le confinement et cette crise de manière plus générale a-t-elle impacté les pratiques de création des artistes et peut-être induit des formes de création spécifiques. Donc tout ça, c'est un cadre de questions de départ qu'évidemment on va aller travailler avec des partenaires sur le terrain en croisant différents types de méthodes. Alors évidemment, il y a un axe transversal très important et que l'on vit dans tous les secteurs aujourd'hui, c'est la question du numérique, qui a évidemment qui est complètement accéléré. Et puis notre échange là en est bien la preuve, qui a été complètement accéléré dans les pratiques professionnelles et au-delà. Donc, cette nouvelle appropriation collective des outils numériques, quels en sont les potentiels d'innovation, mais aussi les limites. L'idée, c'est pas d'être dans une sorte de fantasme du numérique. On voit bien que concrètement, aujourd'hui, ça nous permet quand même de maintenir cette discussion et ce forum. Mais on en voit aussi toutes les limites qui étaient un peu rappelées ce matin en ouverture par Arnaud Litardi. On voit bien que n'étant pas en coprésence ensemble à Limoges, il y a tout un informel primordial dans nos métiers qui ne se fait pas. Un échange entre nous, intervenants, qui aurions déjeuné ensemble à midi, qui ne se fait pas, ou après. Un public qui, pour moi, là, est invisible. Voilà, donc avec des échanges limités. Donc c'est aussi, là je prends cet exemple-là qu'on est en train de vivre, mais voilà, c'est aussi questionner ces outils numériques dans ses potentiels d'innovation, mais aussi dans ses limites, pour justement en tirer dans une sorte de prospective aussi, voir comment est-ce qu'aujourd'hui il y a un enjeu à travailler l'imbrication et la complémentarité présentielle, distancielle. Voilà, et notamment évidemment dans ce secteur culturel. Voilà, juste pour conclure, voilà, c'est vraiment l'idée en allant travailler sur l'impact de la crise, sur l'ensemble de ces pratiques de manière qualitative, d'analyser et de comprendre en quoi ce moment que nous traversons peut créer des opportunités d'innovation, mais aussi quelles en sont les limites, et puis aussi de s'interroger sur la durabilité de tout ça. Qu'est-ce qui n'était que lié à ce temps-là, qui a duré indéterminé aujourd'hui, ou qu'est-ce qui sera réellement impactant à long terme. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Laetitia. Effectivement, autant de questions très intéressantes qu'il va s'agir d'essayer de traiter dans les mois, dans les années à venir, qui s'ajoutent donc aux deux premiers témoignages. Donc pour moi, on a quand même
trois approches qui se répondent et qui sont nécessaires les unes les autres. On va continuer avec 2 témoignages de terrain, on va dire, du point de vue de collectivité, dans les services des collectivités. Donc là, on a deux personnes qui travaillent dans les services. À commencer par Cyril. Quelle approche, comment est traitée cette question du besoin d'observation pour une collectivité qui doit agir, qui doit décider, qui doit continuer à avancer malgré tout? À toi, Cyril. Alors, peut-être un petit mot d'introduction avant de démarrer directement sur les enjeux d'observation, dire d'où je parle. Donc, je suis responsable d'un service qui s'occupe du sport et de la culture, donc 2 domaines qui ont été très largement impactés et qui continuent d'être impactés par la crise et par les mesures sanitaires. Je parlerai évidemment aujourd'hui essentiellement du volet culturel. Même s'il y a beaucoup de points communs entre ces 2 domaines, notamment sur le volet événementiel et festival et temps de relations au public. Donc sur le volet culturel, le service culture s'occupe essentiellement du spectacle vivant. Dire qu'on est dans une logique d'accompagnement des acteurs. Le département des Deux-Sèvres est peu sur une logique d'opération en régie. Donc la plupart de notre activité consiste à rendre possible la réalisation des actions. On a plutôt cette habitude-là, et cette année, la question c'était plutôt comment on intervient pour maintenir pour soutenir des acteurs dont les actions ne vont pas avoir lieu, ne pourront pas avoir lieu. Donc évidemment, ça a très rapidement impacté sur nos modalités d'intervention, questionné nos modalités d'intervention dès 2020 et sur la projection 21. Je voulais juste faire un petit point aussi sur la question de la temporalité de la mise en œuvre. On est confiné au mois de mars. Dès la fin du mois de mars, on a une première décision exceptionnelle du président qui engage des financements publics, notamment sur la question du maintien des subventions à l'ensemble du secteur associatif. 2 mois plus tard, on a un nouveau vote avec un plan d'urgence, donc des nouveaux crédits qui sont votés. Et 1 mois plus tard, on est déjà en train de préparer le budget 21. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, en 4 mois, on a eu 3 grands moments d'engagement financier et donc de questionnement politique sur la politique publique qu'on devait mener, où la positionner, à quels besoins répondre, et évidemment, dans ce temps-là, la question de l'observation, elle est centrale, puisque c'est normalement sur la base d'un diagnostic et sur l'identification des besoins qu'on doit pouvoir proposer une nouvelle modalité d'intervention. Mais je rappelle ça pour dire que ça se fait dans un délai extrêmement court. Ça se fait sur 3 ou 4 mois, dans une situation inédite et inconnue pour tous, quoi. Donc la question de l'observation dans ce contexte-là, avec des engagements financiers importants et une sollicitation politique importante, dans un premier temps, elle est d'un point de vue assez ambitieux, l'idée d'avoir des données spécifiques qui concernent notre territoire dans un délai court, je viens de le dire, et sur une pluralité d'acteurs, puisqu'on intervient des pratiques artistiques amateurs, également sur l'enseignement artistique, sur la création, sur la diffusion, donc des acteurs aux typologies très différentes. Une observation faite avec des professionnels dont c'est pas le métier. On vient d'entendre des expériences très très intéressantes qui reposent sur des compétences, des méthodes normées. Pour nous, c'est pas tout à fait le cas, et au contraire, on peut pas prendre appui sur nos outils habituels. C'est le premier point que je voulais évoquer. On a évidemment des outils d'observation dans les collectivités, mais qui s'inscrivent plutôt dans le temps long ou dans le moyen terme. Des données qu'on récolte chaque année lors des dépôts de demandes de subventions, lors de nos rencontres avec les opérateurs. Ces données-là, elles nous permettent d'avoir une analyse sur les évolutions d'une année sur l'autre ou sur 3 ou 4 ans,
pour comprendre ce qui se joue sur tel ou tel domaine d'activité. Là, on parle d'évolution sur 3 ou 4 mois et on n'est pas du tout outillé pour cette observation-là. Le deuxième recours qu'on a pour l'observation, c'est ce dont on a parlé également, c'est toutes les rencontres qu'on peut avoir, y compris informelles, qui nous permettent d'être sur une logique de veille et d'attention sur les problématiques que peuvent connaître les opérateurs et les acteurs sur notre territoire. On est dans un contexte où les rencontres ne se font plus, on ne se croise plus à ce moment-là de manière informelle, donc ça devient assez difficile pour nous de récolter cette donnée. Donc les premières données qu'on a été chercher, récolter, elles sont venues plutôt, je dirais, du secteur associatif et plutôt des réseaux d'acteurs. Je pense que la première étude qui nous a vraiment aiguillé sur une première analyse d'un domaine d'activité, c'est le mouvement associatif qui l'avait sorti, je crois, assez tôt, au mois d'avril. Je pense aussi aux études qui ont été faites par des réseaux du territoire Nouvelle-Aquitaine. Je pense au RIM, par exemple, avec lequel on a été en contact. Et puis, assez rapidement, l'étude au niveau national, donc l'étude du DEPS dont on a parlé tout à l'heure, qui nous donne des chiffres assez alarmants, très rapidement, sur le volume d'activité qui va être impacté, notamment sur le volet spectacle vivant. Ces données, elles sont très importantes, très précieuses. D'ailleurs, on était vraiment à la recherche de ces informations dans les premières semaines, parce que ça nous permet d'alimenter quand même la discussion avec nos élus, de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Mais il y a un besoin, néanmoins, et une attente, une demande d'avoir des données à l'échelle locale. Qu'est-ce qui se passe pour nos acteurs? Est-ce que les chiffres qui nous sont annoncés au niveau national se vérifient sur notre territoire? Est-ce que y a des spécificités sur notre territoire et donc on a un besoin d'aller plus loin que ces données qui nous sont fournies au niveau national ou régional. On n'a volontairement pas mis en place d'enquête. On est plutôt parti sur une logique de recueil d'informations avec des typologies d'acteurs. Donc on a travaillé plutôt sur des sur des typologies d'acteurs, pardon, des échantillons. On s'est dit c'est intéressant d'aller recueillir la parole de tel acteur, telle scène nationale, tel diffuseur du premier, du second, du troisième cercle, et de voir si à partir de ce recueil d'informations plutôt qualitatives, on peut avancer sur des problématiques communes ou des choses qui sont à fouiller. Donc c'est comme ça qu'on s'y est pris avec donc des collègues qui ont tout simplement pris leur téléphone, contacté les acteurs pour échanger avec eux, à la fois sur des données plutôt d'activité et des données économiques. Sur les données d'activité, notamment la question, une des premières questions qui s'est posée, c'est la question de l'annulation et de l'impact, à la fois chez les diffuseurs, mais aussi au niveau des compagnies qu'on accompagne. On a souhaité aussi avoir une focale sur la question des pratiques. Donc la pratique essentiellement autour de la reprise en septembre. Quel niveau de reprise dans les ateliers, au niveau de la pratique amateur et au niveau de l'enseignement artistique on allait pouvoir avoir. Et puis, chose qu'on a eu du mal quand même aujourd'hui à apprécier, c'est le retour des publics dans les salles ou dans les festivals, dans les temps de diffusion. La période n'a pas été suffisamment longue et pertinente pour pouvoir observer ça. Donc plutôt des données d'activité et puis des données économiques, évidemment sur la situation des acteurs, sur les aides qu'ils ont pu aller solliciter, sur les engagements financiers qui ont été les leurs, sur le soutien financier des différents partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est sur ces questions-là qu'on a questionné un certain nombre d'acteurs, en faisant des points réguliers avec les collègues qui étaient en charge de cette observation, veille, pour voir s'il fallait aller plus loin sur une question qui nous était soulevée par un acteur. Donc on a fonctionné de manière très empirique, en analysant un peu ce qui nous était remonté et de voir s'il y avait
des problématiques qu'il fallait aller fouiller ou des nouvelles typologies d'acteurs qu'on n'avait pas identifiées qu'il fallait aller questionner. Je pense notamment sur la question de la pratique, de la reprise des activités au niveau du théâtre, par exemple, en septembre, sur lequel on a fait une étude particulière. Voilà, donc ça c'est la première chose sur le volet, on va dire plutôt du recueil de données. Je voulais reparler de la question de la temporalité. On en a déjà parlé aussi, mais c'est vrai qu'au mois de mars, avril, on est pris dans une question d'urgence pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Et un besoin régulier. On a une sollicitation quasiment hebdomadaire pour fournir des données qui sont en plus extrêmement mouvantes d'une semaine sur l'autre. Aujourd'hui, vraiment, j'insisterai sur la nécessité de ne pas tomber dans cette urgence ou de réussir à prendre un peu de recul sur cette temporalité. Ce n'est que maintenant qu'on arrive à avoir des données qui ont un peu de sens pour nous, pour construire les choses l'année prochaine. Je pense notamment au volume d'annulation des festivals. On sait aujourd'hui que 80% de nos festivals sur le territoire ont été ou seront annulés cette année. On a un peu de recul maintenant sur la reprise d'activité qui finalement, je parle au niveau des pratiques amateurs, qui est finalement moins difficile que ne l'avait anticipé un certain nombre d'acteurs. Je pense qu'on parle d'une baisse de 10 à 15% des inscriptions à cette rentrée de septembre sur les activités culturelles et sportives. Je pense au financement privé aussi, sur lesquels il y avait des grandes inquiétudes, notamment sur le mouvement sportif à la fin de la saison dernière, au mois de mai et juin. Finalement, ces financements-là ont l'air plutôt de se maintenir. On commence aussi à voir l'effet des dispositifs de soutien qui ont été quand même particulièrement efficaces sur le maintien en tout cas des acteurs. Donc voilà, il a fallu quand même ces 6-8 mois pour commencer à avoir un regard un peu stabilisé et qui permet d'infirmer ou de confirmer des éléments qu'on avait identifiés au printemps. Le dernier point sur lequel dont je voulais parler, c'est la question de l'usage de ces données. Donc nous, évidemment, on en a un usage en interne, donc d'abord au sein du service, mais aussi évidemment au niveau de la direction et partagé avec les élus sur les enjeux de prise de décision. Mais il me semble qu'il y a un besoin ou une place en tout cas pour pouvoir partager collectivement ces données. Moi, j'aimerais assez pouvoir renvoyer l'ascenseur auprès des réseaux, par exemple, qui ont été les premiers à nous alimenter au printemps. Je pense aussi aux réseaux collectifs, aux syndicats, par exemple, d'artistes qui existent sur le territoire. Je pense que c'est des données dont ils pourraient avoir besoin, dont on pourrait aussi discuter, échanger sur l'analyse, qualifier un peu plus ces données-là. Et je manque un peu d'espace identifié pour faire ce travail collectif autour de la récolte et autour des données qu'on a pu récolter. Voilà, donc il y a sans doute quelque chose, et cette rencontre y contribue, à organiser collectivement pour qu'on échange de manière plus facile, plus fluide, autour des travaux que mènent les différentes structures. Merci Cyril pour ce témoignage et cette action qui a été menée un peu dans l'urgence en interne pour obtenir de la donnée. On y reviendra tout à l'heure dans les questions. On va sans transition passer au dernier témoignage. Donc cette fois-ci d'une commune, donc un beaucoup plus petit territoire, mais ça reste quand même une grosse commune, évidemment. C'est la ville de Bordeaux. Donc, Lilian, c'est à toi pour ton témoignage. Merci. Oui, vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai eu des petits problèmes techniques? C'est bon. Oui, effectivement, comme tu le dis, Thomas, on est sur un territoire beaucoup plus petit. Donc, ce qui veut dire que le lien de la collectivité avec ses acteurs est très étroit, ou en tous les cas, on
on essaie de le maintenir comme tel. Quand la crise nous a saisis tous, c'est vrai que voilà, il y a l'annonce du confinement le samedi, le dimanche matin, on a tous les directeurs de théâtre qui nous appellent en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, par rapport à l'ensemble des données dont on a pu parler jusqu'à présent, c'est vrai que notre attitude, je retrouve beaucoup de ce que nous avons vécu dans les propos de Cyril, qui étaient aussi face aux associations, face aux établissements. Nous, à Bordeaux, la direction des affaires culturelles gère plus de 5 musées, il y a plusieurs salles de spectacle, il doit y avoir, on va dire, un périmètre de 250 associations vraiment actives, culturellement professionnelles, ce qui fait que c'est à la fois un périmètre qui est assez vaste, mais totalement gérable. Je dirais que dès le début, et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui pour nous n'a pas été sans conséquence, c'est qu'on était entre les 2 tours des élections municipales. Ce qui veut dire qu'on a commencé le confinement avec, pour ce qui concerne la ville de Bordeaux, une équipe qui venait de passer le premier tour. On a passé tout le confinement dans le 2e tour, ce qui veut dire que vous avez en même temps les pouvoirs des maires qui sont réduits pendant cette période-là. Donc on a été obligé de faire des délibérations inverses pour redonner du pouvoir aux maires, un pouvoir délibératif. Et on a terminé le confinement avec un 2e tour des élections municipales où en plus on a changé d'exécutif. Tout ça pour montrer la difficulté, enfin l'espèce de bouillonnement permanent dans lequel on a vécu ces quelques mois. C'est vrai que dès le début, l'essentiel pour nous, c'est pas de se tourner vers des études qui n'existent pas encore ou même d'en faire, c'est de réagir à l'impact de la crise. Ce qui veut dire que dès le début, c'est prendre des décisions effectivement très rapides, comme celle de maintenir les subventions même si les festivals ou les événements n'ont pas lieu, de surseoir au loyer des associations qui sont hébergées dans des locaux de ville, d'avoir des abandons de charges, et puis surtout d'être en contact avec les associations. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un travail empirique très fort où l'ensemble des chefs de service thématiques de la direction des affaires culturelles ont appelé quasiment l'ensemble de leur secteur pour savoir comment ça se passait, s'ils avaient pu faire jouer le chômage partiel, combien d'annulations de tournées étaient en jeu, est-ce que ces tournées, parce qu'il y a une grande différence par exemple, si vous avez une compagnie de théâtre qui a une tournée en Nouvelle-Aquitaine et dans des lieux subventionnés qui vont lui dire au mieux au mieux on paye la session, au pire il y aura un dédommagement, ou au contraire un grand ensemble de musique classique ou une compagnie de cirque qui va jouer à l'étranger et où là les opérateurs font jouer le cas de force majeure et la tournée mirifique de 20 dates aux États-Unis tombe d'un seul coup, avec qui reste à charge les frais engagés. Donc en fait, une commune, là on a plutôt eu la sensation de jouer les pompiers à ce moment-là, au départ de la crise, mais c'est vrai qu'on a eu assez rapidement une connaissance assez fine de qui pouvait avoir accès à une situation un peu plus stabilisée, ou si au contraire c'était une situation particulièrement difficile. Donc ça c'est, je dirais, cette prise d'information et ce traitement de l'information, parce qu'effectivement on a des observatoires, on a des données statistiques sur les subventionnements, sur l'état financier des associations, sur le nombre d'employés. On peut croiser avec les données qu'on récapitule, mais ce qui est important et ce que souhaitait l'exécutif, c'est de pouvoir avoir des données qui puissent leur permettre de prendre des décisions. Assez rapidement, effectivement, on s'est rendu compte que l'enjeu était beaucoup sur la trésorerie, sur la poursuite de l'activité, et comme beaucoup de collectivités, on a mis en place un fonds d'urgence. Donc pour effectivement rappeler la temporalité que Cyril évoquait, qui était particulièrement serrée, le confinement de mi-mars, notre première délibération pour attribuer des fonds Covid s'est faite fin mai, de façon à limiter l'impact fort sur la fin de la saison 2019-2020.
Ça, c'était une première réponse vis-à-vis des opérateurs. Très vite, puisqu'on était aussi pas noyé, mais il y avait un grand nombre d'informations qui arrivaient. On a mis en place un fil WhatsApp de liens avec l'ensemble des associations du territoire qui est toujours extrêmement actif. Et si c'est vrai, des intervenantes parlait effectivement du passage au numérique des relations qui est problématique. En même temps, il y a eu quelques aspects très positifs, c'est qu'on a retrouvé un lien presque quotidien dans l'échange d'informations. Et quelque chose aussi qu'on a fait qui dépasse le cadre pur et simple d'études qui permettent d'avoir un retour du secteur, c'est qu'on a mis en place des rencontres justement par visioconférence, plutôt régulièrement, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble du secteur culturel ouvert à qui voulait pour pouvoir poser des questions, dans lesquelles les élus participaient. On en a même fait récemment avec la DRAC, donc avec nos collègues d'autres collectivités, qui permettait non pas de thématiser ou de faire une conférence où on donne de l'information, mais plutôt d'échanger pour savoir comment les associations, les compagnies de danse, de théâtre, les lieux faisaient face à la crise. Assez rapidement, on a pu avoir, notamment avec les premiers fonds Covid, enfin les fonds d'urgence qui ont été donnés, qui n'ont pas été, ça n'a pas été à des échéances fixes, hein, c'est plutôt au fil de l'eau et on continue d'en fournir. Donc une évolution de la situation de chacune des structures ou des associations, de la plus fragile où on a un seul ETP qui arrive tant bien que mal à se mettre au chômage partiel, aux plus grosses. Et c'est en ce sens que les études nationales pour une collectivité, enfin pour une commune, présentent certaines limites. C'est-à-dire qu'on va avoir un panorama national et on ne va pas vraiment s'y retrouver. Je donne un exemple qu'on a évoqué avec Thomas en préparant ce forum. La plupart des très grandes structures, et notamment les opéras, vont avoir accès en étant EPIC ou association au chômage partiel. Il se trouve que l'Opéra de Bordeaux, étant lui une régie personnalisée, n'a pas eu accès au chômage partiel. Ce qui fait que sur certains opéras, d'autres opéras nationaux, comme par exemple, je sais pas moi, Montpellier, la situation de crise donne une situation financière quasi stabilisée. Pour nous, chaque jour qui passait était vraiment compliqué. Ce qui veut dire que ça implique une action et l'opéra de ces 350 personnes qui travaillent. Donc c'est vraiment important de savoir un petit peu comment on avance là-dessus. Et c'est vrai que les études pour nous, même les études du ministère, vont avoir un impact plus soit a posteriori, soit sur un travail à moyen terme. Je dirais que sur le travail à court terme et sur la réponse à faire en temps de crise, ça n'amène pas de plus-value. On est obligé, nous, de fournir nos propres outils qu'on fait de manière effectivement complètement empirique. C'est vrai que je pense que pour un département ou pour une région, c'est compliqué parce que le périmètre est large. Pour une ville comme Bordeaux, on arrive à développer nos propres outils. Il y a eu plusieurs réponses aussi. Il y avait une réponse en direction des acteurs, aussi une réponse en tant que commune par rapport au public et par rapport aux pratiques artistiques, par rapport aux propositions. Et très vite, on a constitué avec les acteurs culturels une réponse circonstanciée, avec d'une part une réponse en temps de confinement, où là on a proposé, il y a eu des propositions culturelles sur le territoire, bien évidemment dans le respect des règles sanitaires, et une réponse pendant l'été où, comme effectivement le disait Cyril, l'ensemble des festivals quasiment ont été supprimés. De fait, il nous fallait, nous, arriver à aider des acteurs culturels à faire des propositions culturelles
dans le respect des règles sanitaires qui, bien évidemment, allaient totalement à l'encontre des règles d'équilibre financier. Et on a pu constituer malgré tout une programmation, ce qui permettait à la fois d'aider des acteurs qui se retrouvaient sinon sans travail et en même temps de faire des propositions directement au public bordelais. Je crois que l'été qui est passé, alors pour nous les chiffres pour cette rentrée de 2020-2021, malgré tout, les chiffres sont assez étaient assez pessimistes sur le mois de septembre, notamment les abonnements à l'opéra, même s'il y a eu une certaine reprise, malheureusement bloquée par ce deuxième confinement. On ne retrouvait pas nos niveaux de fréquentation précédents, que ce soit sur les musées, que ce soit dans les théâtres ou que ce soit à l'opéra. Il y a un vrai enjeu effectivement à peut-être aujourd'hui utiliser les données nationales pour savoir comment d'autres ont pu réagir. Il y a aussi effectivement au niveau local, dans les échanges d'expériences qu'on peut avoir entre direction d'affaires culturelles, puisque je pense que là, on a vraiment des choses à partager, des expériences sur des réponses qui ont pu être données. De la même façon, pour nous, il a été essentiel d'accompagner l'ensemble des associations ou des propositions culturelles pour faire valider les protocoles sanitaires, notamment dans une négociation entre des acteurs culturels et la préfecture, où là, les communes ont un rôle essentiel à jouer. Pour nous, je pense que c'est à peu près ce que j'aurais pu dire par rapport à la mesure de l'impact. On commence à avoir, nous, des chiffres propres à la ville de Bordeaux sur l'impact en 2020. On est en train, malheureusement, à la lumière de ce deuxième confinement, de faire des projections sur 2021. C'est vrai que ce sont des projections tout à fait spécifiques qui sont partagées essentiellement avec nos élus pour les aider à prendre des décisions et préparer le budget 21 qui s'annonce particulièrement sévère. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire et partager. Merci pour ce partage. Merci à vous tous pour tous ces témoignages qui pour moi sont très complémentaires. Il nous reste une quinzaine de minutes. Je propose de prendre une question que l'on a eue dans le public et puis de vous faire un peu réagir. Donc une première question qui concerne la régionalisation possible ou pas des études. D'ailleurs, c'est une question qui m'intéresse particulièrement étant à un niveau régional, hein, donc l'observatoire de l'agence régionale culturelle s'intéresse à ce niveau-là. Si les enquêtes nationales proposent des déclinaisons régionales, évidemment, nous, on a plus de disponibilité pour travailler sur de la finesse, voire à des niveaux plus bas. J'aimerais juste vous faire un peu réagir également. Donc, cette question, elle s'adresse au DEPS et à l'UFISC. Pardon, je me mélange un petit peu. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Et par là même, je vous pose une question. Qu'est-ce que ça produit sur votre action, sur vos futures études, ces témoignages locaux qui utilisent ou qui se servent tout ou partie de ce que vous pouvez être en train de mijoter au niveau national? Et puis je poserai même cette même question à Laetitia pour Rubik. On commence par Yann et Ludovic, ou Ludovic, je vous laisse un peu. Donc sur la déclinaison possible ou pas. Alors, comme je le disais dans mon intervention, c'est qu'effectivement, ce sont des chiffres nationaux, et ces chiffres nationaux ne sont malheureusement pas régionalisables. Ce qui est faisable au niveau régional, ce sont des états des lieux avant crise. Alors, je peux en citer un qui a été fait par la direction régionale de l'INSEE Grand Est, donc une autre région. Donc, cet état des lieux s'appelle la culture dans le Grand Est, un secteur vulnérable en période de crise sanitaire.
Mais ça, il faut bien voir que ce sont des chiffres qui datent de 2017 et qui donnent donc un panorama de la culture dans une région à un moment donné, mais qui est de l'ordre du passé. Pour ce qui est des chiffres très frais, nous n'avons actuellement que des chiffres nationaux. Voilà. Merci. Je compléterai juste ce qu'a dit Ludovic Connexion en disant aussi que sur les aspects régionaux, le DEPS quand même sort maintenant depuis quelques années son atlas régional de la culture, qui est une déclinaison par région d'un ensemble de chiffres sur les entreprises et sur l'emploi, les équipements, etc. Donc c'est un peu complémentaire, mais effectivement, il n'y a pas de focus sur l'impact de la crise en cours. Et quelle réaction ça produit sur vous, donc Yann ou Ludovic, ce témoignage local? Est-ce que c'est une histoire de complémentarité ou de difficulté de répondre à tous? On ne peut pas effectivement, c'est une demande récurrente. Récurrente en fait, ce travail d'atlas régional de la culture découle de ces réactions très fréquentes des acteurs locaux, régionaux, départementaux et communaux, pour essayer d'apporter des éléments de nature nationale, mais déclinés au moins au niveau des régions. Notre premier exercice a consisté depuis, si je ne me trompe pas, 3 ans, à décliner des chiffres nationaux, enfin à régionaliser les chiffres sur les 13 régions françaises. Ça, c'est quelque chose qui est aussi en ligne, mais on pourrait effectivement imaginer peut-être dans un an une déclinaison de l'impact de la crise sur les régions. Sachant que notre première approche est effectivement d'abord nationale. Grégoire, quelle réponse quelle réaction à ces questions pour je l'évoquais dans ma présentation. Nous, les outils nous permettent d'avoir cette agilité-là. Donc, ceux qui peuvent, enfin, vous pouvez aller voir. Tout est regroupé sur le site de l'UFISC, facilement accessible. Mais on a pu décliner les résultats de l'enquête nationale avec des fiches régionales qu'on a travaillées avec Opal, donc qui sont disponibles dans la synthèse. Mais également, on est dans des capacités de sortir soit des rapports par entrée, je sais pas, disciplinaire ou par organisation, puisque du coup, on a ces filtres assez fins qui sont mobilisables, mais au-delà de fournir juste les informations et les remontées de données, nous on a une approche, comme je disais, où on essaie d'articuler un petit peu les dynamiques au sein notamment de la mobilisation. Et donc, il y a un groupe de travail qui s'est constitué autour des questions, des problématiques régionales, qui à la fois s'appuie sur l'observation, mais également propose des temps de rencontre pour essayer de réfléchir collectivement et de manière fine à quelles sont les problématiques rencontrées région par région, de faire des points de comparaison pour que témoigner de telle situation dans telle région ou dans telle localité, que d'autres acteurs puissent témoigner, dire rebondir pour un petit peu dire nous ça se passe chez nous comme ça, donc faites ci, faites ça. Désolé, c'est pas très clair, mais en gros tout ça pour dire que nous on articule ces travaux-là avec une approche régionale, et c'est pour ça qu'on défend aussi l'organisation d'espaces de concertation et d'échange à des échelles de territoires différentes. Là, on est en train de travailler plus en profondeur ça. On va notamment, comme on le fait aujourd'hui, mais on est intervenu dans 5 ou 6 temps forts régionaux pour justement participer à des discussions plus locales. Donc on est en capacité et très sensible à une articulation plus qu'une complémentarité, une articulation des différents niveaux de réflexion. Et pour rebondir par rapport à ce que disaient les différents intervenants, oui, de toute façon, il est clair que
on ne peut pas faire l'économie de temps d'échange et d'espace d'échange spécifiques aux différentes échelles qui permettent voilà, de mettre en place des réponses adaptées selon les niveaux de territoire. Nous, on va plutôt arriver en accompagnement, en appui pour éventuellement participer à des échanges à des échelles locales et apporter notre vision plus globale pour enrichir des discussions qui peuvent se faire en local. Pour moi, tout est question d'articulation entre les différents niveaux et les initiatives, mais pour ça, et ça a été souligné, et c'est très important, effectivement, les liens et les coopérations entre différents niveaux de collectivités territoriales et différents niveaux et échelles de réseaux territoriaux sont importants, passionnants, fondamentaux. Ok, merci. Est-ce que tu as une réaction, Laetitia, sur ces thématiques? Oui, très rapidement, parce que je vois le timing Oui, qui l'heure défile. tourne. Non, juste moi, ce que ça m'évoque, c'est que je pense qu'en effet, il y a deux moments. Il y a le moment, et j'entends très bien les collectivités territoriales et les services avec ce besoin d'une réponse rapide à des besoins présents, où l'urgence, c'est l'emploi, l'économique. Donc, à leur échelle, c'est d'abord de récolter les éléments nécessaires pour prendre les bonnes décisions et être vraiment dans quelque chose de très opérationnel. Donc là, c'est vrai que les études nationales sont un peu lointaines, mais il y a ce temps et il y a aussi le temps de l'analyse et de la prise de recul qui est forcément nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir le nez du guidon aussi et tirer des enseignements. En introduction, Thomas, tu parlais de l'impact philosophique aussi peut-être, et ça, je pense que c'est une dimension à pas oublier. Et donc, cet autre moment de prise de recul, où là, chaque étude à différentes échelles, micro et macro, sont importantes à mettre en regard et en perspective les unes des autres. Et voilà, et aussi de regarder ailleurs comment ça réagit et quels enseignements collectifs on peut en tirer. Voilà, et avec une recherche qui ne se fait pas hors sol, mais qui se fait bien dans cette préoccupation des acteurs de terrain dans les réponses à apporter à tout ça. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est deux moments, voilà, avec des enjeux différents, mais il faut ni oublier l'un ni oublier l'autre. Merci. Juste avant de conclure, je propose de rebondir sur cette notion de prise de recul, parce que, effectivement, tout le monde a montré le besoin de connaître son environnement très proche, enfin, du moins son périmètre, pour mieux avancer. Je questionnerais bien donc nos deux responsables d'affaires culturelles sur la capacité du réseau à peut-être leur permettre de prendre le recul suffisant, d'avoir une approche entre homologues, pouvoir comparer son ressenti en fait dans sa collectivité par rapport à ce que d'autres de la même région peuvent ressentir. Est-ce que dans un contexte de crise, ce réseau est une opportunité? Donc il existe deux réseaux de DAC plus ou moins formels. Donc l'association des DAC de Nouvelle-Aquitaine, dont Lilian tu fais partie, et puis les départements, les services culture travaillent en réseau d'une certaine manière. Est-ce que vous voulez rebondir très rapidement sur cette notion-là? Lilian, je te vois acquiescer. J'avais coupé mon micro. Oui, non, je pense que c'est indispensable. Comme le disait très justement Laetitia, il y a deux temps. Donc nous, il y a eu un premier temps où on est submergé par la crise et on est obligé d'avoir une réponse opérationnelle très vite. Ensuite, à la fois le réseau et les études peuvent aider. Je pense que alors, l'association des directeurs d'affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine est toute récente. Avant, il y avait une direction d'affaires, un réseau en Aquitaine. Là, c'est tout à fait, tout à fait récent, donc il n'y a pas eu encore d'action majeure, mais le partage de problématiques, confronter les situations, confronter aussi les solutions,
c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, qui nourrit la réflexion, qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. À un moment donné, le partage d'expérience me paraît, moi, essentiel. Je dirais que l'avantage de l'avoir sur la région, c'est que au niveau d'acteurs nationaux et régionaux, on a souvent les mêmes interlocuteurs et on peut envisager un travail en réseau qu'on va moins trouver sur des grands réseaux nationaux. Ça, c'est sûr. Est-ce que Cyril, tu veux rebondir? Oui, je vais aller dans le même sens. Effectivement, on a axé sur le fait qu'on avait besoin de zoomer ces données, cette observation sur notre territoire et sans doute que dans les semaines, peut-être les mois à venir, on va avoir besoin de dézoomer et donc de comparer, de regarder ce qui s'est passé chez les partenaires. Est-ce que finalement notre analyse elle était la bonne? Est-ce qu'on a des problématiques communes? Et si oui, quelle réponse on a pu apporter, nous, collectivités ou acteurs de terrain. Donc ça va être nécessaire, c'est certain. Effectivement, au niveau des départements, on a constitué de manière informelle depuis 2 ou 3 ans maintenant un réseau des services culturels. Donc pas uniquement le volet spectacle vivant, hein, bien l'ensemble des politiques culturelles qui peuvent être menées par les départements. Et c'est certain que ça fera partie des discussions qu'on aura dans les semaines à venir quand on va se rencontrer. Voilà. Très bien. Il est 15h30 et malheureusement, on va pas pouvoir continuer les échanges. Mais comme je le disais, ce sujet, malheureusement, ce sujet va rester d'actualité encore quelques mois. Donc, il est très possible qu'on revienne sur un temps public sur ce sujet dans les mois à venir. Donc je vais essayer de conclure. Je ne sais pas si c'est le mot, mais il me semble qu'il y a des mots qui ont été donnés et que j'ai envie de redonner. Je vais en ajouter quelques-uns. Pour moi, il y a quand même une notion de complémentarité entre tout ce qui est produit recherché. On peut pas faire l'impasse d'un niveau. Le niveau local est aussi important que le niveau national. Sans indicateur national, on manque de repères et sans connaissance locale, l'élu ne peut pas décider en connaissance de cause. Donc cette complémentarité, elle est bien présente. Il y a la notion de solidarité, de collectif qui, il me semble, sont assez essentielles sur d'autres aspects, mais aussi sur la question de l'observation. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour mutualiser de la base de données, des outils, des cartes, etc., de la connaissance. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va continuer à avoir en tête. Et puis, je rappellerai quand même qu'il y a une notion de responsabilité. Ces données, en fait, elles répondent à des besoins et elles ont des conséquences. Les décideurs en ont besoin, les médias s'en servent, elles produisent des effets. Je pense aussi aux données sanitaires qui circulent et qui, à la fois font peur et rassurent et peuvent créer des choses assez étonnantes sur les publics. Attention, nous sommes tous responsables à nos niveaux, donc au niveau national, local, régional, par rapport aux données que l'on produit. Donc d'où cette appropriation, ces moments d'échange pour dépasser les simples chiffres, parce que on peut toujours faire dire tout et voir son contraire d'un chiffre dès qu'on le sort de son contexte. Voilà, donc on termine cette table ronde. Je rappelle que à l'agence, on est dans un chantier qui maintenant est devenu permanent, chantier d'observation régionale sur la mesure de l'impact de la crise. On va rester en contact avec toutes les entités présentes autour de cette table ronde virtuelle, en y insérant dans ce chantier régional le plus d'observations participatives et partagées possible, étant donné toutes les vertus qu'il peut y avoir autour de cette ambition. Voilà, merci à vous encore. Et puis, merci beaucoup. Cette session sera disponible bientôt en replay. Merci à vous. Cette session sera disponible en replay et on se donne rendez-vous dans une demi-heure pour une nouvelle session. Limoges Act, une expérimentation autour des conditions de travail pour renforcer l'attractivité du territoire. Rendez-vous à 16h. À plus tard. Merci à tous.